Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui examiner en détail les raisons pour lesquelles un État européen est indispensable. Il faut d'abord constater que l'action politique, si on la conçoit principalement en France, en Allemagne, en Italie, dans chaque pays européen séparément, ne peut plus produire de résultats significatifs et ne peut plus assurer ni la sécurité ni la prospérité de l'Europe. En ce qui concerne la prospérité, si on veut doter l'Europe d'infrastructures utiles et efficaces, principalement via l'électrification des voitures, qui permet de réduire les émissions de CO2 et d'assurer l'indépendance énergétique, via le développement du réseau fluvial, le Rhin, le Danube, etc., pour faire en sorte que les marchandises soient transportées à travers les fleuves et pas sur les routes, ce qui permet aussi de réduire la consommation de CO2, de désengager les routes, de réduire les accidents, donc de faire des économies et d'avoir un système de logistique plus performant. Si on veut investir dans le rail pour permettre aux marchandises également d'être transportées dans le rail efficacement à travers l'Europe, on ne peut pas le faire seulement en France, en Italie ou en Allemagne parce que l'Europe est en fait une unité économique intégrée. Donc si on veut pouvoir investir pour assurer le développement de cette unité économique, on doit le faire au niveau européen, on ne peut pas le faire uniquement dans chacun des pays européens. On pourrait prendre aussi l'exemple de l'énergie. Pour pouvoir développer dans de bonnes conditions, par exemple, l'énergie nucléaire, qui permet de diminuer les émissions de CO2, qui permet de garantir l'indépendance énergétique de l'Europe, qui permet de faire baisser les coûts de production d'énergie, on ne peut le faire correctement qu'à l'échelle européenne. Parce que vous imaginez que si la France adopte une politique de développement nucléaire et l'Allemagne pas, ça n'a aucun sens. Si on veut développer l'énergie solaire dans des proportions importantes, il va falloir la soutenir ce développement. On a les endroits en Europe où il y a beaucoup de soleil et où on pourrait installer des panneaux solaires sur la mer ou sur les côtes pour produire de l'énergie solaire, commencer à développer ce type d'énergie qui semble le plus prometteur parmi les nouvelles énergies. Il faut le faire au niveau européen. Là, on a vraiment les leviers pour pouvoir investir sur ce marché. Si on veut pouvoir procéder à des concentrations industrielles dans les domaines énergétiques, par exemple, on ne peut le faire qu'au niveau européen. Parce que s'il y a plusieurs États, chaque État, évidemment, va avoir tendance à protéger ses champions et ça ne va pas donner de résultats significatifs. Si on veut procéder à des concentrations dans les domaines des chemins de fer, de l'aérien, des télécoms, de l'armement, pour constituer des groupes européens qui sont capables d'investir massivement et qui sont capables de s'imposer dans le monde, ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Alors l'Union européenne, elle a mis en place quelques programmes comme l'idée d'une union énergétique, mais évidemment, l'Union européenne n'a pas l'autorité en ces domaines sur les États membres. Donc elle ne peut pas imposer une politique énergétique. Elle peut tout au plus favoriser des coopérations, indiquer des lignes de développement, mais elle ne peut pas conduire une vraie politique. Donc c'est mieux que rien, mais c'est loin d'être suffisant. Donc ce qu'on appelle l'Union énergétique européenne, c'est un plan tiré sur l'avenir qu'on propose aux États, mais qui a peu de chances de voir le jour et qui manque d'ambition et de cohérence parce qu'il repose sur l'accord de tous les États. Donc pour faire une politique d'investissement, de concentration, d'infrastructure et une politique énergétique, il faut un État européen.
Et ce type de politique, c'est indispensable pour pouvoir développer correctement l'économie européenne qui est maintenant intégrée. Donc on comprend bien qu'on ne peut pas développer l'économie européenne dans de bonnes conditions si on n'a pas un État européen qui permet de faire les investissements et la politique de long terme qui est nécessaire. Il faut aussi dire que c'est seulement avec un État européen qu'on pourra investir et porter et amener vers le haut les économies des régions de l'Est de l'Europe qui sont encore à la traîne. C'est seulement avec un État européen que vous pouvez aider ces pays, ce qui ne se fera pas au détriment des régions riches, mais qui au contraire leur profitera parce que ça permettra d'apporter des nouveaux consommateurs à l'Europe, ça permettra d'améliorer le niveau de vie donc, de l'ensemble des Européens et de renforcer la cohésion européenne. Donc c'est avec un État européen qu'on pourra investir dans les pays de l'Est qui sont un peu à la traîne, qui sont encore à la traîne, et qu'on pourra renforcer la cohérence de l'Europe. Et cela profitera à toute l'économie européenne, l'économie allemande et donc l'économie française, l'économie italienne, etc. Donc pour développer les infrastructures de transport, l'enseignement, la recherche, les structures énergétiques dans les pays également du sud de l'Europe qui sont débiteurs par rapport au nord de l'Europe, on ne peut le faire qu'au moyen d'un État européen. Alors il y a bien le plan Juncker qui prévoit de favoriser les investissements à l'égard des pays débiteurs via une garantie de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui permet ensuite de lever plus de fonds. Mais il faut bien voir que ça, c'est des investissements qui doivent être rentables. Donc c'est des investissements qui sont par définition limités. Et l'écart chaque année entre les pays débiteurs et les pays créditeurs en Europe, c'est à peu près 6% du PIB. Donc on ne pourra en aucun cas combler cet écart uniquement sous forme de prêts, d'investissements dans le secteur marchand. Il faudra nécessairement que cet écart soit comblé par des investissements importants à caractère non marchand et donc qui relèvent de la compétence d'un État. Et donc ça touche l'armée, ça touche la diplomatie, ça touche une partie de l'enseignement supérieur, ça touche les transports, ça touche la recherche. Là, vous avez, dans le secteur non marchand, la possibilité de procéder à des transferts très importants qui corrigent les déséquilibres entre les pays créditeurs et les pays débiteurs, qui produisent des économies d'échelle pour toute l'Europe, qui renforcent la puissance de l'Europe, qui sont bénéfiques pour tous les citoyens européens et qui permettent de faire en sorte que l'Europe soit une zone cohérente et stable et durable sur le plan économique et monétaire. Donc, voilà pourquoi un État fédéral européen est indispensable à la prospérité de l'Europe, parce qu'encore une fois, l'économie européenne en réalité est intégrée, et donc pour procéder aux investissements de long terme nécessaires, il faut un État européen. Et on doit aussi dire que, en l'absence de cet État européen, il n'est pas du tout sûr que la structure économique européenne, l'Union économique et monétaire en particulier, puisse survivre. Parce qu'on va avoir évidemment un écart de plus en plus important entre les pays créditeurs et les pays débiteurs. Et à un moment donné, les pays créditeurs ne voudront plus financer les États qu'ils considéreront comme insolvables, qui est effectué notamment via la BCE en ce moment, parce qu'ils considéreront que c'est un investissement qui est à fond perdu. Ou alors, les États débiteurs ne voudront plus se plier à une discipline qui ne leur permet en réalité jamais de sortir de leur situation d'État débiteur
et dans laquelle ils n'ont pas de perspective de croissance réelle. Et donc, ils choisiront, ces États débiteurs, de quitter cette zone, malgré tous les inconvénients que ça peut comporter. Donc, sans un État européen, on n'a pas la possibilité de pérenniser l'Union économique et monétaire et la zone euro. Un État européen, donc, qui permet de faire des investissements, qui permet de corriger le déséquilibre entre les États créditeurs et les États débiteurs par des transferts, grâce à des transferts de fonds dans les secteurs non marchands, bien gérés, rationalisés, il ne s'agit pas de gaspiller. Il faut que évidemment cet État soit bien géré pour produire des économies d'échelle et des avantages à l'échelle européenne. C'est aussi le seul moyen de taxer correctement les hauts revenus et les grands groupes pour permettre d'aider les classes moyennes et les classes populaires. On comprend bien que quand il y a plusieurs États, ça favorise la concurrence fiscale, la concurrence sociale. Et quand on a un État, on a un outil. Quand on a un État européen, on a alors un outil pour pouvoir taxer sérieusement les hauts revenus et les grands groupes afin de prélever ce qui est utile et nécessaire au développement de l'ensemble de la collectivité européenne, dont les grands groupes et les hauts revenus profitent, évidemment, parce qu'ils ne pourraient pas avoir les revenus qu'ils ont s'il n'y avait pas ces infrastructures, cette population, cette histoire européenne. Également en matière sociale, un État européen, c'est vraiment le seul moyen, par des incitations, par des sanctions, via ses moyens financiers notamment, de favoriser l'intégration sociale et l'harmonisation sociale en Europe par le haut. Même si les systèmes sociaux, ça doit rester de la compétence des États locaux, parce qu'il y a des différences importantes en Europe, si on a un État européen, on a un outil pour pouvoir mener une politique sociale en favorisant l'harmonisation par le haut, grâce à des sanctions, à des incitations de nature financière ou autre, grâce à la capacité d'investissement de cet État européen et d'intervention dans l'industrie et l'économie de l'Europe en général. Donc, pour assurer le développement de l'Europe économiquement, son avenir, pour faire un budget européen, pour faire une dette européenne, pour corriger le déséquilibre entre les pays du Sud et les pays du Nord, pour investir, et donc pour assurer la prospérité de l'Europe, qui ne peut pas se concevoir sans ces actions, un État européen est indispensable. Donc voilà la première raison pour laquelle un État européen est indispensable, c'est parce qu'il n'y a pas de prospérité durable en Europe sans un État fédéral européen. Ce n'est pas possible. Merci. Nous allons maintenant en venir à la deuxième raison pour laquelle un État européen est indispensable, qui est une raison liée à la sécurité en Europe.